Bon, je vois qu'on a, oui, 26 participants, on peut commencer. Ouais. Bonsoir à tous et bienvenue à Lundi Parlons Radiologie. C'est un réel plaisir pour vous accueillir ce soir. Et je vais me devoir m'acquitter d'abord de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Que cette année soit bonne et qu'elle puisse vous amener beaucoup de plaisir, de bonté et de longévité. Et ce soir, lundi, parlons radiologie sous l'auspice de l'Université de Kinshasa, faculté de médecine et d'imagerie médicale. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous le professeur Pierre Smith, qui va parler de l'imagerie de la scoliose, bilan pré-chirurgical. Et avant qu'il commence, je vais aussi introduire nos deux panélistes. Il y a le professeur Hugues Albini qui nous joint de Kinshasa pour le moment. Il est chirurgien orthopédiste, spécialiste en biomécanique et bioingénierie. Il est professeur à l'Université de Kinshasa et chercheur au laboratoire de modélisation et simulation multi-échelle CNRS France. Bonsoir, professeur Hugues. Un mot à l'audience. Bonsoir. OK. Bonsoir. Bonsoir. Ouais, c'est pour moi un plaisir de participer à cette activité scientifique. Et comme je disais à Dadi, ce sont des activités que moi j'aime bien et puis ça permet de partager des expériences. Et je suis bien heureux d'être parmi vous aujourd'hui. OK, merci bien. Et avant que j'introduise le professeur Pierre Smith, je vais aussi profiter de l'occasion pour aussi remercier le professeur Dadi Mata qui manage aucun effort pour que ces réunions aient lieu chaque lundi et aussi du fait qu'il nous amène les experts en la matière, que ce soit en radiologie ou dans différents domaines cliniques, pour qu'ils puissent nous amener un peu beaucoup de connaissances et d'expériences. Alors, notre présentateur du jour, c'est le professeur Pierre Smith. Il est ancien interne des hôpitaux de Paris. Il est ancien chef de clinique à la faculté Saint-Antoine et assistant des radiologies à l'hôpital Trousseau de Paris sous le patronat du professeur Clément Fauré, qui l'a initié à la radiologie pédiatrique, tout particulièrement à la radiologie ostéo-articulaire et l'a poussé dans la compréhension des interventions orthopédiques, tout simplement des scolioses. Alors, ce soir, il va nous parler du premier volet, qui est l'imagerie de la scoliose bilan pré-chirurgical. Et le lundi prochain, il reviendra encore sur ce podium pour nous parler du deuxième volet, qui est le principe de la chirurgie des scolioses et leurs complications. Alors, bonsoir ou bonjour, professeur Pierre, et le podium est le vôtre. Vous m'entendez tous? Oui, oui. OK. Bonsoir, merci beaucoup pour cette très gentille introduction. Donc, aujourd'hui, c'est le premier volet de deux volets qui vont être consacrés à la scoliose. Et la première partie va être consacrée à l'imagerie pré-chirurgicale. Effectivement, c'est ce monsieur-là, le professeur Clément Fauré, qui m'a poussé, quand j'étais jeune, beau et plein d'avenir, à m'intéresser à l'orthopédie infantile et à y consacrer pratiquement toute ma carrière d'une façon ou d'une autre. Donc, voilà. Les objectifs de la présentation vont être plusieurs. D'abord, comprendre ce qu'est une scoliose, connaître les buts de l'imagerie, connaître la différence entre une scoliose secondaire et une scoliose idiopathique, comprendre les principes du traitement. Et il faut commencer par quelques définitions. Cliniquement, la scoliose est une déformation tridimensionnelle du rachis avec une gibbosité. En imagerie, cette gibbosité se traduit par une rotation des corps vertébraux
et on peut dire sans crainte d'être contredit qu'il n'y a pas de scoliose s'il n'y a pas de gibbosité. Donc la gibbosité, c'est ce décalage qu'on voit au niveau du dos de l'enfant quand on lui demande de se pencher en avant. Là, il y a un décalage entre le côté droit et le côté gauche, donc il y a une gibbosité. Là, il n'y a aucun décalage, il n'y a pas de scoliose, il n'y a pas de gibbosité. Cet enfant-là, on va le revoir sur la diapo suivante. Il est là. En fait, il a une inégalité de longueur des membres inférieurs. Quand l'inégalité est corrigée, il est parfaitement droit. Et quand on lui fait la radio, même si l'inégalité n'est pas complètement corrigée, on voit qu'on a une incurvation du rachis, mais on n'a pas de rotation des corps vertébraux. La rotation des corps vertébraux s'apprécie sur la position des épineuses par rapport au pédicule. Il n'y a pas de rotation des corps vertébraux quand la projection de l'épineuse est équidistante des pédicules. Donc, s'il n'y a pas de rotation, il peut y avoir une incurvation, mais ce n'est pas une scoliose. Voici un schéma qui présente ça de façon un petit peu plus claire. Donc, il y a une vertèbre neutre à la partie proximale de la scoliose qui n'est pas rotée. L'épineuse était parfaitement centrée par rapport au pédicule. On a une autre vertèbre neutre à la partie distale, caudale de la scoliose, avec une épineuse qui est parfaitement centrée entre les deux pédicules. Et au sommet, la vertèbre sommet, elle, sera rotée avec l'épineuse qui se projette plus d'un côté du pédicule. Quand on a ces deux vertèbres neutres, la supérieure et l'inférieure, on trace une droite qui passe par les plateaux et on a l'angle de Cobb. Donc, il y a une rotation. Aux vertèbres neutres, il n'y a pas de rotation. À la vertèbre sommet, il y a un maximum de rotation. Il y a également une petite lordose qui est associée et on a une incurvation latérale du rachis. Et la rotation axiale et l'inflexion latérale définissent la scoliose. On mesure l'importance de la scoliose en appréciant l'angle de Cobb entre les plateaux extrêmes des vertèbres neutres. Donc, les plateaux extrêmes des vertèbres neutres, c'est le plateau supérieur de la vertèbre neutre supérieure et le plateau inférieur de la vertèbre neutre inférieure. Ce qui a comme conséquence, quand on a une scoliose à double courbure, qu'on va avoir une courbure supérieure avec cet angle de Cobb entre le plateau supérieur et le plateau inférieur, et qu'on va avoir pour la courbure inférieure le plateau supérieur de la vertèbre neutre et le plateau inférieur de l'autre vertèbre neutre. Donc, on peut très bien voir quand on a fait des mesures de scoliose si on va être content avec elle ou pas. Il suffit de regarder s'il y a bien une vertèbre entre les deux droites qui ont servi à mesurer les angles de Cobb quand on a affaire à une scoliose à double courbure. On ne peut pas, en principe, avoir ces deux lignes superposées dans le même espace intervertébral. Donc, on va avoir un angle de Cobb supérieur et un angle de Cobb inférieur. Il faut savoir aussi que, comme c'est une déformation en 3 dimensions, la radiographie frontale et la radiographie latérale du rachis vont donner une idée très incomplète de la déformation, puisqu'on va avoir des projections et non pas une vision de la déformation telle qu'elle est en réalité. Et la composante rotatoire en particulier est très sous-estimée par les films radiologiques. Donc, quelles sont les méthodes d'imagerie auxquelles on va avoir recours pour dire qu'il y a une scoliose? La scoliose va permettre, l'imagerie va permettre de confirmer le diagnostic, de rechercher une étiologie, de surveiller l'évolution et donc de déterminer le moment optimal pour effectuer une chirurgie s'il y a une chirurgie à effectuer. Le cheval de bataille de l'imagerie des scolioses, c'est les grands films du rachis en imagerie 30-90, de face chez le garçon, avec une protection gonadique plombée qui n'est pas difficile à mettre et qui ne cache rien, et en principe, idéalement chez la fille, en postéro-antérieur et non pas en antéro-postérieur, avec une protection mammaire plombée. Le problème de mettre la protection mammaire chez les petites filles, quand on leur fait une imagerie en postéro-antérieur, c'est qu'on n'a pas forcément la garantie qu'on va protéger les bourgeons mammaires sans cacher des choses sur les vertèbres. Donc, en fait, on aboutit très souvent à faire tout en antéro-postérieur, chez le garçon avec un cache gonadique et chez les filles avec 2 caches
plombée sur les seins. S'il y a une inégalité de membres inférieurs, c'est mieux de la corriger. Enfin, c'est idéal, il faut la corriger, pardon. Les radios doivent prendre depuis le foramen magnum, la base du crâne, jusqu'aux têtes fémorales pour qu'on puisse apprécier la statique du rachis. Quand il y a un cliché latéral qui est fait, il faut que le rayon directeur entre par le côté concave de la scoliose. Donc, il faut que le tube soit dirigé vers le côté concave et que le côté convexe de la scoliose soit vers le film ou vers le détecteur. Et il faut que les têtes fémorales sur la cliché de profil soient superposées. Donc, tout ça, on peut l'obtenir soit avec des radiographies, avec des grands films 30-90. Alors, des fois, c'est un seul grand film 30-90. Des fois, c'est plusieurs films qui sont mis les uns à côté des autres pour réussir à avoir une image composite. On peut réaliser des techniques de fusion d'images. Et le dernier raffinement qui a été avancé, c'est ce qu'on appelle le Linear Thin Slot Scanning. Et malheureusement, je suis obligé de le dire avec le nom de la marque, c'est l'appareil qu'on appelle EOS, qui est un dérivé de l'invention de Charpak avec les chambres à multiples fils détecteurs. Donc ça, c'est ce qu'on utilise couramment à Halifax. C'est une technique, un système ACFA, où en fait, on va prendre 2 ou 3 radios du rachis sur 2 ou 3 cassettes différentes, avec en superposition une grille, et l'ordinateur additionne les 2 images en se basant sur les grilles. Donc, ça a 2 petits inconvénients. Le premier, c'est qu'on n'a pas forcément un gris homogène, une échelle de gris homogène entre la partie thoracique et la partie abdominale. Le deuxième problème, c'est qu'on peut avoir à la jonction des films, là où ils sont superposés, une image un petit peu difficile à interpréter et que bien souvent, en fait, on n'interprète pas. La deuxième méthode, c'est la méthode qui est donnée par Philips, où on va faire une multitude de petits clichés successifs de haut en bas que l'ordinateur va fusionner sans avoir recours à une grille comme on l'a vu. C'est bien, ça nécessite, comme la méthode suivante, d'avoir quelques secondes d'immobilité parfaite de l'enfant. Un avantage, c'est comme c'est fait sur une table télécommandée, ça peut, dans une certaine mesure, être fait sur un malade en décubitus si la statique debout, la statique assise n'est pas possible. Donc, on a toute cette multitude de petites images qui sont faites et qui sont, à la fin, rendues de cette façon composite. Donc, la technique de M. Charpak, quand même, qui a eu un prix Nobel pour son invention de la chambre à fil, c'est une technique où on va balayer. Alors là, il montre une très belle image composite du rachis et des membres inférieurs, mais qui va balayer, pour ce qui nous intéresse, le rachis, donc la région cervicale et le tronc. Elle va le balayer avec 2 tubes perpendiculaires l'un à l'autre, avec 2 détecteurs qui sont asservis au tube, et l'appareil se descend en 6-8 secondes, et ça permet d'avoir une image de face et de profil simultanée avec une très, 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 très faible irradiation. Ça a été l'argument de vente majeur de cet appareil-là. Et aussi, on le verra à la fin de la présentation, la possibilité de faire des reconstructions et de mesurer des indices dans des plans dont on n'avait vraiment pas idée auparavant. Donc, les clichés simples vont permettre de confirmer le diagnostic, vont éliminer les diagnostics de pseudoscoliose qui sont corrigés en décubitus ou après qu'on ait égalisé l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Là, il n'y a pas de scoliose, c'est juste une attitude scoliotique. Il n'y a pas de rotation des corps vertébraux. On voit bien que les épineuses sont parfaitement au milieu des segments interpédiculaires. Donc, on revient, il faut des films en entier. On détermine les vertèbres neutres qui sont les plus inclinées mais les moins rotées avec les épineuses au milieu, alors que la vertèbre sommet est une vertèbre qui est la plus horizontale de toutes, mais qui est la plus rotée avec l'épineuse qui est au maximum déjetée sur le côté. Et entre les plateaux supérieurs et inférieurs des vertèbres neutres, on a l'angle de Cobb. La radio permet également
d'évaluer la maturation squelettique, soit en faisant un âge osseux, soit comme les orthopédistes le font très souvent, en évaluant l'index de Risser, en voyant l'ossification de la crête iliaque qui commence en avant, progresse vers l'arrière, puis ensuite, à partir de l'arrière, va progressivement se fusionner avec l'aile iliaque jusqu'à être complètement fusionné. Quand Risser est à 5, la croissance du rachis est considérée comme étant terminée. Donc, encore quelques définitions. La scoliose est définie par son niveau et par le côté de sa convexité. Donc là, on a une scoliose dont les deux vertèbres neutres sont dans la région thoracique. Ce qui est une scoliose thoracique, la convexité est à droite. C'est une thoracique droite. Ici, on va avoir une lombaire gauche. La convexité est du côté gauche et à l'étage lombaire. On va avoir une scoliose qui va être avec une vertèbre neutre thoracique et une autre vertèbre neutre lombaire. Ça va être une thoracolombaire, convexe à droite, une thoracolombaire droite. Et celle-là, c'est une scoliose qui est thoracique gauche et lombaire droite. On a confirmé le fait qu'il y avait une scoliose. Maintenant, on doit rechercher une étiologie. 80% des scolioses sont idiopathiques et seuls 20% des scolioses sont secondaires à un problème quel qu'il soit. Le pourcentage des scolioses idiopathiques augmente avec l'âge. Les scolioses infantiles sont avant 3 ans, les scolioses juvéniles entre 4 ans et la puberté, et les scolioses de l'adolescent sont après la puberté. Mais cette classification tend maintenant à être remise un petit peu en question. On a envie de dire qu'on a des scolioses de l'adolescence, après 10 ans, et des scolioses qui sont avant l'adolescence, c'est-à-dire toutes les scolioses qui sont avant 10 ans, sachant que ces scolioses, même si elles sont idiopathiques, mais elles sont relativement rares, posent les mêmes problèmes que les scolioses survenues chez des enfants de moins de 10 ans, mais qui sont secondaires à une cause neurologique ou malformative, par exemple. Donc, les scolioses non idiopathiques peuvent être liées à une malformation vertébrale, qui peut être une malformation vertébrale isolée, comme un bloc vertébral pédiculaire ou lamaire, ou dans le cadre d'un syndrome tel que le VACTREL. Ça peut être, les scolioses non idiopathiques peuvent être liées à un dysraphisme, où il va y avoir des dysraphismes occultes comme les diastématomyélies ou des dysraphismes ouverts comme les myéloméningocèles, en plus de la malformation des corps vertébraux, des vertèbres elles-mêmes, va s'ajouter des problèmes moteurs, des problèmes neurologiques, essentiellement dans les scolioses par myéloméningocèle. Il peut y avoir une maladie neurologique sans malformation nécessairement sous-jacente, telles que des maladies neurologiques périphériques, des amyotrophies musculaires infantiles, des myopathies. Il peut y avoir enfin des scolioses avec des causes neurologiques centrales, telles que dans l'infirmité motrice cérébrale et dans les maladies neurodégénératives. Il y a les arthrogryposes et la neurofibromatose sont un peu borderline dans ce cadre-là. La neurofibromatose, on peut avoir des malformations vertébrales. L'arthrogrypose, en principe, c'est juste quelque chose de neurologique. Et on peut avoir des scolioses dans le cadre des maladies du collagène et des maladies osseuses constitutionnelles. On va en voir quelques exemples. Donc là, on a une scoliose thoracogénique. On voit que c'est une scoliose qui est thoracique gauche. On a un thorax qui est opaque avec des synéchies pleurales et on a une synostose costale qui bride la croissance du rachis de ce côté-là et incurve le rachis. Sur celle-ci, on a une barre interpédiculaire qui est au niveau lombaire avec une scoliose qui commence déjà à se former et on sait que même si c'est un petit loulou, cette scoliose va s'aggraver avec le temps parce que il n'y a aucune croissance à ce niveau-là. Ça peut s'intégrer dans le cadre d'un syndrome, comme le syndrome de Goldenhar, où il y a de multiples malformations vertébrales. Il peut y avoir ici, comme un syndrome de Marfan, des gens qui sont atteints d'une hyperlaxité ligamentaire qui fait qu'ils ont un rachis qui est plus sujet à développer des scolioses. Et puis, dans un syndrome de VACTREL, avec une atrésie de l'œsophage, on voit que l'enfant a eu un bouton de gastrostomie, mais on voit qu'il y a des malformations vertébrales qui vont causer des troubles scoliotiques. Cliniquement, quand on recherche une étiologie à une scoliose, on est extrêmement suspect
quand l'enfant a mal. Il peut y avoir des douleurs de croissance, mais avant de dire que c'est des douleurs rachidiennes de croissance dans le cadre d'une scoliose, il faut vraiment avoir fait un examen exhaustif. Donc, une douleur, c'est c'est un red flag, faut que je revienne au français, c'est un signal d'alarme fort, tout comme s'il y a un signe neurologique, quel qu'il soit, le plus minime soit-il, c'est aussi un signe d'alarme. Si la scoliose est fixée et n'est pas réductible, raide, c'est aussi un signe d'alarme. Bien évidemment, s'il y a des anomalies sur la ligne médiane depuis la glabelle jusqu'au sommet de l'arrêt des fesses, c'est un signe d'alarme. Et si la scoliose est au niveau thoracique avec une convexité à gauche, c'est un signe d'alarme. Il faut savoir qu'une façon de s'en souvenir, c'est de se dire que la courbure de la scoliose au niveau du thorax s'éloigne du cœur. Si la scoliose au niveau du thorax, sa courbure va vers le cœur, c'est un signe d'alarme. Et inversement, si on a une scoliose qui est lombaire et qui est convexe vers la droite, il faut faire attention. Plus l'enfant sera jeune, plus le risque d'avoir une scoliose secondaire est important. Donc, on va voir quelques exemples. Là, c'était une grande fille qui avait une dizaine d'années. L'orthopédiste qui l'a envoyée, elle a une scoliose, mais elle se plaint de rien de particulier. Mais quand on regarde l'IRM, on voit qu'elle a au niveau d'un massif pédiculaire, qu'elle a une zone de très fort signal T2. Quand on va voir la gamine et qu'on lui repose des questions un petit peu plus dirigées, est-ce que tu as mal la nuit, des fois, etc. Finalement, elle nous dit que oui, et on complète en faisant un scanner et on voit qu'elle a un petit ostéomostéoïde ou un petit ostéoblastome au niveau du massif pédiculaire correspondant à l'hypersignal T2 qu'on avait là. Similaire, là, on vous montre de façon fragmentaire la totalité du rachis, mais on voit bien que là, il y a deux pédicules, un pédicule, pas de pédicule, deux pédicules, que les autres sont tous présents. Et quand on fait un scanner et une IRM, on voit que l'enfant a un kyste anévrismal de l'arc postérieur ou un ostéoblastome, je ne me souviens plus quelle était l'anapathe. Mais c'est quand même extrêmement discret quand on regarde si on regarde rapidement et qu'on se contente juste de mesurer les angles, on peut passer à côté du pédicule qui manque très facilement. J'ai parlé des signes neurologiques. Le moindre signe neurologique doit attirer l'attention et imposer un examen IRM du rachis. Les pieds plats ne sont pas des signes neurologiques, c'est pas des signes neurologiques indicatifs de scoliose. Par contre, un pied creux, oui, ça c'est un signe indicatif de trouble neurologique et il faut, si l'enfant a une scoliose, explorer son névrax. Pareil, si les réflexes ostéotendineux sont soit exagérés, soit abolis, ou si l'enfant a l'abolition d'un réflexe cutané abdominal. Le réflexe cutané abdominal, c'est très, très important. Ce petit loulou-là, avec sa syrinx, avec un Chiari 2, un syrinx qui allait de haut en bas de sa moelle épinière, il avait juste l'abolition d'un réflexe cutané abdominal inférieur. Les 5 autres étaient présents, il y en a juste un qui était aboli, et c'est en staff avant l'intervention qui était prévue, que l'un des staffs d'ortho a repéré que celui-là manquait, et on s'est débrouillé pour lui faire l'IRM assez rapidement pour que ça puisse être pris en charge comme il faut. Bien évidemment, les anomalies de la ligne médiane, quand c'est comme ça, avec une vraie perruque au niveau de la région lombosacrée, on se doute qu'il y a un dysgraphisme sous-jacent. Et ce patient-là, vous voyez, il a une scoliose thoracique qui est convexe du côté gauche, on le voit de dos, et il avait une anomalie, une malformation vertébrale sous-jacente. Là, on a un exemple de diastématomyélie, où on voit très bien l'éperon osseux, et on voit très bien avec cette image-là que cet éperon osseux, c'est l'équivalent de la fusion de deux lames avec le cartilage de croissance qui est présent. La diastématomyélie, on peut la voir aussi là avec un petit éperon osseux très discret qui peut être vu, la duplication médulaire peut être vue en échographie anténatale ou même en échographie postnatale si les arcs postérieurs ne sont pas trop fusionnés. Le scanner permet de voir l'éperon, tout comme l'IRM
qui le retrouvent sans difficulté. Quand on a des cas très complexes de scoliose, c'est sûr que l'imagerie 3D et le scanner sont très utiles parce que ça permet de mieux prendre en compte la globalité de la déformation vertébrale, la déformation rachidienne. C'est surtout utilisé donc pour les déformations complexes. Ça permet de mesurer les volumes pulmonaires. Ça sera sur une autre diapo. Mais on comprend très bien que si on additionne la surface de chacune des coupes qui représentent les poumons, on va avoir une évaluation du volume pulmonaire. Ça permet de voir s'il y a une malformation, une tumeur vertébrale, et ça permet éventuellement, si on le veut, de faire une visualisation de l'artère spinale antérieure. On avait fait principalement des patients qui étaient sans scoliose. Sur les patients sans scoliose, avec une très bonne injection artérielle, on a une visualisation de l'artère d'Adamkiewicz sans aucune difficulté avec son trajet en épingle à cheveux. Dès que le malade est un petit peu plus scoliotique, ça devient extrêmement difficile d'avoir des reconstructions où on peut l'affirmer. Il faut des logiciels qui permettent le suivi des vaisseaux, mais ça peut peut-être être utile dans certains cas et ça peut peut-être expliquer certains cas de déficit neurologique péropératoire qui peuvent se produire quand on réduit la scoliose, simplement parce qu'on met en tension l'artère là où elle sort. L'IRM est très, très importante pour rechercher des malformations et des possibles tumeurs. On la demande quand on a une courbure inhabituelle, comme j'ai déjà dit, thoracique gauche ou lombaire droite, et en cas d'examen neurologique anormal, il faut regarder s'il y a une malformation de Chiari, s'il y a une syrinx, si la moelle est attachée basse, s'il y a un lipome, un dysgraphisme occulte. Et aussi, elle permet d'évaluer la possibilité de souffrance de la moelle épinière avant la chirurgie. Et c'est quelque chose d'assez important parce que ça permet de dire, par exemple, dans ce cas-là, que la moelle souffre déjà parce qu'elle a un hypersignal T2 sur les clichés préopératoires parce qu'elle est étirée et un peu comprimée par le bio réalisé par les corps vertébraux. Bien. Maintenant, on a confirmé le diagnostic, on a cherché les étiologies. Il va falloir évaluer la progression de la scoliose. Et pour ça, on fait référence au travail qu'a fait Madame Duval-Beaupère. On ne peut pas parler de progression de scoliose sans parler de cette dame-là. À savoir, il y a 3 moments dans l'évolution de la scoliose, avant, pendant et après la puberté. Avant la puberté, la scoliose progresse relativement peu. Quand on est en période pubertaire avec la pilosité pubienne à P2, l'apparition des règles jusqu'à Risser 3, il y a une rapide aggravation de la scoliose puisque ce qu'on mesure là sur l'axe vertical, c'est la vitesse d'évolution de l'angle de Cobb. Et puis après, une fois que le Risser est à 3, la scoliose est relativement stable. On dit qu'après, elle prend en gros 1 degré par an, mais c'est quand même très peu par rapport à ce qu'elle a pris en période pubertaire. Donc, la radio va permettre d'évaluer la progression et d'adapter le traitement. Quand on a un chiffre d'angle de Cobb, on ne sait pas si on est là ou si on est là. Donc, en général, ce qui se passe, c'est qu'on répète le rachis en entier 4 ou 6 mois après le diagnostic pour évaluer la façon dont la scoliose, pour évaluer l'histoire naturelle de la scoliose chez ce patient. Après, on va répéter. Après, on va répéter les films tous les ans ou tous les 2 ans avant la puberté. Et quand le patient va être en période pubertaire, là, on va être obligé de resserrer la fenêtre radiographique en ayant des films là tous les 6 mois ou tous les 12 mois. Donc, si je vous demande sur ces 3 radios qui sont prises à peu près à la même période, entre juin 90, septembre 90 et octobre 91, chez 3 malades différents, quelle est la scoliose qui va être la plus agressive ou qui va être la plus sévère?
sur ces radios-là, on n'a pas moyen de le dire. Et en fait, le malade du centre a été perdu de vue et il est revenu 9 ans plus tard avec une double scoliose thoracique droite, lombaire gauche. Donc, elle avait considérablement évolué, alors qu'avant, elle était quelque chose aux alentours de 10 degrés. Là, ça avait considérablement évolué. Au Canada, j'ai été très surpris parce que les orthopédistes sont très peu corsets et ils sont très peu corsets. Bon, en France, c'est plus fréquemment utilisé. Il y a 2 grands types de corsets. Il y a le type de corset comme celui-là, qui sont des corsets où par la gêne qu'on crée sous le menton du malade, le malade va être constamment en train de s'auto-étirer et ça peut ralentir un peu l'évolution d'une scoliose, ou cet autre type de corset qui sont des corsets moulés, où au contraire, on va avoir soit avec du plexiglas, soit avec des plâtres, des actions directes sur le tronc du patient, avec comme complication possible, des fois, des déformations thoraciques. On a l'impression que ça marche. En fait, ça ne marche pas. C'est le thorax du patient qui se déforme sous l'effet du corset. Quoi qu'il en soit, quand la chirurgie est décidée, c'est aux alentours d'un angle de Cobb à 50 degrés. Les films simples vont encore aider à évaluer l'importance de l'approche chirurgicale en réalisant des films en inclinaison latérale, en traction, voire en suspension. Donc là, on a les clichés, on va dire, à froid. Et là, on a les clichés en bending, donc du côté droit, du côté gauche. Donc, on va chercher à voir du côté droit, en inclinant le patient du côté droit, comment est-ce que cette courbure supérieure se corrige. Et quand on regarde pour la scoliose dans sa partie lombaire, on regarde dans le sens inverse, on regarde comment la courbure lombaire gauche se corrige quand le malade s'incline du côté gauche. Ça donne une idée au chirurgien de l'importance que va devoir avoir sa dissection postérieure. Donc là, on entre un petit peu dans le vif du patient. Et donc, il y a plusieurs périodes dans la chirurgie des scolioses. Pour les scolioses de l'adolescente, le traitement, c'est l'arthrodèse postérieure. Dans les années 60, on parlait de la tige de Harrington. Dans les années 70, on a vu arriver l'instrumentation type Luque avec ou sans ancrage sacré. Puis, dans les années 80, on a vu arriver le traitement avec les matériels de Cottrell et du Bousset. Plus récemment, pour les scolioses idiopathiques de l'adolescent, on a pu, dans certains cas, proposer des croissances guidées sans fusion. Donc, cette arthrodèse postérieure, elle se fait par un abord postérieur sur le rachis, on aborde les lames, on aborde les articulaires postérieurs, on réalise une arthrodèse, on enlève, on avive les surfaces articulaires des articulaires postérieurs et on fait une greffe osseuse avec soit les fragments qu'on a récupérés quand on a fait les avivements articulaires, soit dans certains cas où le malade est très scoliotique, parfois il y a eu des résections costales ou une résection costale et la côte va servir à faire des greffons. Donc, on met ces greffons dans les 2 gouttières paravertébrales et ensuite, on met une instrumentation métallique pour protéger l'arthrodèse jusqu'à ce qu'elle soit fusionnée. L'arthrodèse a pour but simplement de bloquer la croissance du rachis. Donc, dans les années 60, c'était avec ce monsieur-là, Harrington, qui avait fait une tige avec un crochet en bas, un crochet en haut. Là, c'est un petit peu différent, mais il y a toujours un crochet en bas, un crochet en haut. Là, c'est pour étirer, et là, c'est pour comprimer. Et on exerçait une force à chaque extrémité. Donc, la scoliose, il y avait un crochet qui était sur une lame, un autre crochet qui était sur une autre lame, et on avait une espèce de démonte-pneu pour faire progresser le crochet supérieur de façon plus proximale. Donc, les forces qui étaient exercées aux 2 extrémités étaient très importantes et cette distraction aux extrémités résultait toujours en un dos plat. Il y avait peu ou pas de correction de la rotation des vertèbres et il y avait souvent des complications au niveau de l'accrochage des crochets sur les lames. Soit c'était la lame qui cassait, soit le crochet se déconnectait
de la lame, soit dans certains cas, c'était le crochet qui cassait ou la tige elle-même qui se brisait. En plus de ça, les patients devaient avoir un plâtre pendant à peu près 6 mois pour protéger la tige qui protégeait l'arthrodèse. Donc ce plâtre, pendant 6 mois, ça a été un très gros problème pour ce monsieur-là qui s'appelait Luque et qui était un chirurgien mexicain. Donc ces enfants, s'ils étaient au Mexique et qu'ils avaient un plâtre pendant 6 mois, il était certain qu'ils avaient très rapidement, au bout de quelques semaines, des problèmes cutanés du fait de la chaleur, de la sudation, etc. C'était catastrophique. Les mauvaises langues disent que les tiges d'Harrington coûtaient trop cher et que Luque a développé un système qui était moins cher avec du fer à béton et des fils de fer pour attacher le grillage des poules, des poulaillers. En fait, non, c'est de l'acier inoxydable, c'est quelque chose de la même qualité chirurgicale. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris des tiges, il en a mis une à droite, une à gauche, et il les a courbées. Et ensuite, à chacun des étages, il a mis des fils de fer qui passaient sous les lames et qui ramenaient progressivement le rachis aux lames. Donc, si on doit représenter comment les forces s'exerçaient, les forces s'exerçaient à chaque niveau sur les lames à droite et à gauche de façon beaucoup moindre que précédemment où les forces s'exerçaient uniquement aux extrémités de la tige de Harrington. Là, on voit un montage avec un ancrage iliaque. Donc, c'est le Luque-Galveston. Donc, cette instrumentation de Luque, c'était une instrumentation segmentaire qui corrigeait la rotation parce qu'il ramenait le rachis aux tiges. Et comme les tiges étaient courbées, il n'y avait pas de dos plat. Les forces étaient appliquées à chaque niveau. Et le petit inconvénient, c'était que chaque niveau vertébral était traité de la même façon. Donc là, on a fait les années 60 avec Harrington. On a fait les années 70 avec Luque. Et quand on arrive dans les années 80-90, il y a ces deux personnes-là, donc M. Cottrell et M. Jean Dubousset, qui ont mis au point un système tout à fait différent. Il y avait toujours 2 tiges, mais il y avait une instrumentation qui se faisait à chaque niveau, et ça se faisait soit par des crochets, soit par des tiges pédiculaires. Et comme ces tiges, vous le voyez peut-être, moi je le vois vaguement, mais il faut savoir que ces tiges sont un petit peu rugueuses, sont crantées un petit peu. On peut très bien agir à chaque niveau pour déterminer que ces 2 vis pédiculaires vont être comprimées l'une vers l'autre, alors que de l'autre côté, elles vont au contraire distracter. Donc, il y a une stabilisation à chaque niveau qui peut être adaptée aux besoins spécifiques de chacun des niveaux. Donc, Cottrell et Dubousset, ils ont encore beaucoup de succès. La variante nord-américaine de leur système, c'est le TSRH, Texas Scottish Rite Hospital Instrumentation. C'est simplement des détails qui font que c'est plus facile de démonter un TSRH que de démonter un CD s'il y a des problèmes. C'est vraiment très minime. Donc, avec le système Cottrell-Dubousset, on a une correction segmentaire. On amène les vertèbres à la tige par des vis et des crochets et on corrige très bien la rotation et les implants. Excusez-moi, j'ai oublié un NT. Les implants travaillent en compression ou en distraction à chaque niveau. Et là encore, les forces sont réparties à chaque niveau. Donc ça, c'est pour l'instrumentation postérieure. L'instrumentation antérieure, c'est quelque chose d'un petit peu historique. C'était les systèmes de Zilk, les plaques. C'est en général associé à une arthrodèse postérieure qui est un peu plus étendue et qui n'est pas avec des tiges. C'était utilisé pour les scolioses neurologiques et maintenant la préférence est au système de Luque. Là, on a un système avec des plaques vertébrales. Les complications, on va les aborder rapidement parce que ça va être le gros sujet de la prochaine fois. Donc, les complications immédiates, ça va être une ischémie médulaire. Et pour être sûr qu'il n'y a pas de trouble
en péropératoire, il y a quelques années, quelques décennies, on réveillait le malade au milieu du bloc, le dos ouvert, et on lui demandait de bouger les doigts de pied. S'il bougeait ses doigts de pied, on était content. S'il ne bougeait pas ses doigts de pied, eh ben, on défaisait un cran de la tige de Harrington pour être sûr qu'il n'y ait pas de souffrance médulaire. Les chirurgiens sont toujours extrêmement attentifs lors du réveil pour vérifier que le malade gigote bien les orteils et a bien des réflexes cutanés plantaires comme il faut. On a développé de façon peut-être plus scientifique ce qu'on appelle les potentiels évoqués somesthésiques PEROP, où on va étudier la réponse, on va dire, sur un électroencéphalogramme à des stimulations qui vont être données au niveau des membres inférieurs. D'un point de vue radiologique, on peut très bien ne rien voir, mais on peut aussi avoir des implants et des crochets qui ne sont pas exactement là où il faut. Donc là, on a une vis pédiculaire qui est en dehors du pédicule, et là, on a sur le niveau adjacent une vis pédiculaire qui va probablement titiller d'un peu près la moelle épinière, et peut-être que ça peut justifier le fait que le chirurgien, s'il le malade a des troubles, retire cette vis-là. L'autre complication, compte tenu du fait que c'est des vis qui sont pointues, c'est qu'il peut y avoir aussi des pneumothorax. On voit que celle-là, si elle était un tout petit peu plus externe, elle aurait probablement embroché la plèvre. Donc, quand il n'y a pas de complications post-opératoires immédiates, il va y avoir un suivi post-opératoire qui va être fait par des clichés simples, et le signe qui est le plus important sur ces clichés simples, ça va être de trouver une perte de réduction. Donc, sur les clichés post-op, il faut s'astreindre à mesurer l'angle de Cobb comme on l'a mesuré sur les clichés préopératoires. Et il faut aussi regarder la position des implants, parce que si les implants donnent l'impression de changer d'orientation, c'est peut-être qu'ils sont en train de ripper en dehors du pédicule. La complication qu'on redoute, c'est la pseudarthrose. Son évaluation directe est souvent difficile. Si on veut faire des scanners, les tiges vont faire des artefacts. Si on veut faire des IRM, les IRM vont faire des artefacts. Et il faut savoir que s'il y a une modification, une perte de la réduction, il y a très vraisemblablement une pseudarthrose. S'il y a une fracture des implants ou un déplacement des implants, il y a aussi très, très vraisemblablement une pseudarthrose. Un point de détail, c'est ce qu'on appelle les chambres, les loosening chambers au niveau des implants sacrés. Ça fait un petit effet essuie-glace, et quand le malade bouge, il y a quand même des micro-mouvements qui ont lieu à ce niveau-là, et on voit que la partie pelvienne de l'implant a tassé les travées osseuses, et si c'est plus que de 3 mm, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. Bon. Je vous ai parlé des développements, je vais vous parler des développements. Donc, l'un des développements qui, à mon sens, est le plus important, c'est l'apparition de cette machine EOS qui permet pour les radios de réduire l'irradiation dans un facteur 1/10 et qui réduit les doses quand on compare à un scanner, quand on veut obtenir un modèle 3D, dans un facteur de 1 à 100. Il faut savoir cependant que le modèle 3D qu'on obtient avec un appareil EOS, ce n'est pas un vrai 3D, c'est un modèle, c'est-à-dire qu'on va piquer dans une bibliothèque de vertèbres des formes vertébrales et la machine va les empiler les unes au-dessus des autres pour rendre un modèle 3D. Alors que quand on fait un scanner, on a réellement un modèle 3D. Pour la scoliose, pour la scoliose idiopathique de l'adolescent et les scolioses infantiles, on a mis en place maintenant des techniques de croissance guidée où on va pouvoir corriger la déformation sans entraîner d'arthrodèse immédiate, et ça va permettre au rachis de grandir et aux poumons de l'enfant de se développer. Et dans certains cas, donc il va y avoir des implants qui vont être spécifiques, tels que le Vepter, les Sheila et les agrafes antérieures. On verra ça plus en détail la prochaine fois. Pour ce qui est de l'IOS, on voit que là, il y avait cette barre au niveau du rachis
à la jonction entre à la partie basse du rachis dorsal, alors que quand on fait un IOS, on voit qu'il n'y a aucune différence et on a une échelle de gris qui est parfaite entre le haut et le bas. Et ça, c'est fait avec une radio conventionnelle, ça, c'est fait avec un IOS. On a un rapport de 1 à 10 dans l'irradiation avec, on peut lire les vertèbres dorsales, alors que là, elles sont grillées. On peut lire les vertèbres lombaires, alors que là, elles sont quand même significativement sous-exposées. Donc ça, c'est définitivement un mieux. On peut, en repérant sur les radios les différents points remarquables des vertèbres, avoir, donc comme je vous le disais, une modélisation, et cette modélisation peut être avec un rendu en 3 dimensions, avec plein d'indices qu'on peut calculer entre la rotation axiale à tel et tel niveau, la façon dont la vertèbre est orientée, la façon dont la vertèbre est inclinée. Et comme on a intégré le pelvis également, on peut évaluer l'orientation du sacrum et du pelvis ainsi que des coxofémorales par rapport au rachis ou évaluer l'orientation du rachis par rapport au bassin. Donc là, on a un exemple avec un patient qui est en position, avec le modèle tel qu'on peut l'obtenir, et dans certains cas, après un travail sur l'ordinateur, on peut avoir des indices qui vont nous donner de combien les vertèbres ont roté dans un plan axial, alors qu'auparavant, c'était quasiment impossible à évaluer. En termes d'irradiation, il faut savoir que quand on a une scoliose, quand un patient a une scoliose, il aura très souvent de multiples examens d'imagerie. Il aura, s'il y a besoin d'avoir un rendu 3D, il aura très souvent un scanner. Si la scoliose n'est pas malformative, ce rendu 3D peut être obtenu simplement par l'IOS. Et il faut savoir que le risque de développer un cancer du sein est 8 fois plus grand chez les femmes adultes qui ont eu une scoliose dans l'adolescence que chez les femmes adultes qui n'ont pas eu de scoliose. L'IOS, c'est très bien, c'est pas parfait néanmoins, parce que si le malade bouge, comme il y a un temps de balayage de plusieurs secondes, ben on n'aura pas des images qui vont être floues, mais on va avoir des images avec des ondulations, donc au niveau des os longs et au niveau des bords du médiastin. Il y a aussi, du fait de l'algorithme qui est utilisé, un renforcement des bords qui vont donner des pseudo-chambres de mouvement au niveau du pelvis et dans certains cas, qui vont donner de fausses images de pneumomédiastin ou de pneumopéritoine, simplement parce que les bords sont renforcés. Et si le malade bouge vraiment beaucoup ou est mal centré, on peut avoir l'impression d'avoir une dysplasie osseuse, alors qu'il n'en a pas. Donc, les scolioses infantiles, le pronostic est au poumon et il y a de nouvelles orientations chirurgicales. La première qui a permis ça, c'était ce qu'ils appelaient le VEPTER, Vertical Expandable Prosthetic Titanium Rib, qui s'accrochait au rachis ou aux côtes, et qui servait à expandre le thorax. Donc, c'est là que c'est important de pouvoir calculer des volumes pulmonaires parce que c'est un élément pronostique. Et quand le petit poumon va avoir atteint un certain volume, le chirurgien peut se dire, maintenant, on est à peu près là où on veut qu'on soit. Peut-être que ça vaut la peine de le fusionner maintenant. D'autres choses vont être des implants qui sont capables de s'expandre avec le temps, soit du fait de la croissance, soit parce qu'à l'intérieur, il y a un petit système de ressort qui fait que ça pousse. Et ça a des... Pourquoi est-ce que j'ai pas tout là? Ah si. Et donc, ça permet d'atteindre un âge où la fusion est acceptable, comme pour ce patient où il a une scoliose importante avec des implants qui vont être des implants sur les crêtes iliaques et sur les côtes les plus hautes. Et il y a une technique qui avait été développée par... mais ces choses-là ont besoin qu'il y ait le VEPTER ou celle-là, qu'il y ait des chirurgies répétitives pour expandre manuellement les implants. Il y a une technique qui a été développée par un monsieur de Montréal
qui est de jouer sur le fait que les tiges vont être à certains endroits fixées aux corps vertébraux et à d'autres endroits vont pouvoir coulisser sur des vis pédiculaires. Donc, ça va être dans ce type de configuration-là. Au contraire, elles vont être fixées très solidement au centre et elles vont pouvoir coulisser à l'extrémité et ça va donner quelque chose comme ça, où là, c'est très solidement fixé. Par contre, aux extrémités, la tige coulisse dans les têtes de vis et permet de maintenir une correction de la déformation rachidienne tout en permettant une croissance du rachis et un développement des poumons, comme sur cette petite fille qui a une chondrodysplasie ponctuée. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Je pense qu'il y a des questions. Donc, des questions ou des commentaires. Donc, je vais me taire. Ouais, moi, je vais commencer par un commentaire. OK, vous pouvez commencer. Ouais. D'accord. Donc, d'abord, je vous remercie pour cette présentation qui est brillante et qui retrace un peu l'historique de la scoliose dans la prise en charge. Et c'était bien de rappeler que c'est une pathologie, c'est une déformation tridimensionnelle et que la radiographie standard simple ne sert qu'à poser un diagnostic de suspicion. Mais le vrai diagnostic, c'est vraiment, il faut avoir une imagerie 3D. En France, il y a l'EOS qui est bien développé. Enfin, les médecins traitants, ils voient les patients, ils font des examens basiques avec une radio simple et quand ils nous l'envoient, c'est en ce moment-là qu'on va faire l'EOS qui est le premier examen à réaliser. C'est vrai qu'on peut faire les scanners, on fera les scanners et l'IRM au besoin, mais l'EOS, non seulement ça permet de réduire les taux d'irradiation par rapport aux autres types d'imagerie, mais également ça permet d'avoir une reconstruction 3D. Et ça nous permet d'avoir au moins des éléments de base pour commencer la prise en charge de la scoliose. L'angle de COPS, c'est un élément. Ouais, vous voulez dire quelque chose? Là. Alors, vous avez coupé le micro. Pardonnez-moi. Quand vous dites d'avoir une reconstruction 3D, il y a quelque chose qui est quand même important et les gens d'IOS insistent là-dessus, c'est que quand on utilise un IOS pour faire du 3D, ce qu'on obtient, ce n'est pas nécessairement une reconstitution exacte du patient, c'est un modèle. Ils insistent beaucoup sur le mot modèle, c'est-à-dire qu'on va mettre des points sur les radios qui vont être les points au niveau des corps vertébraux, au niveau des épineuses, des pédicules, des transverses et tout ça. Et à partir de ces informations, l'ordinateur IOS va chercher dans sa bibliothèque la vertèbre qui lui ressemble, correspondre à ces dimensions-là, et il va le faire pour tous les niveaux. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, les gens d'IOS sont en train de travailler sur une bibliothèque d'hémivertèbres et de vertèbres en Y, parce que c'est des vertèbres qui sont anormales et ça nécessite de leur part d'avoir beaucoup de vertèbres anormales entrées dans leur bibliothèque pour que si un patient qui a une scoliose a une hémivertèbre ou une vertèbre en Y, eh ben, on puisse aller piocher, enfin l'ordinateur puisse aller piocher dans sa bibliothèque la vertèbre la plus proche. Donc, autant le scanner, c'est un vrai 3D, autant l'IOS, j'insiste sur le mot modèle. Pardonnez, enfin, c'est un point de détail, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, c'est vrai, ce n'est pas la même chose. Comme premier examen, l'EOS, mais c'est vrai qu'on fera les scanners dans les bilans de la prise en charge chirurgicale pour la suite. Mais seulement, j'insistais pour le fait que, parce qu'ici, au Congo, pour la plupart, les gens considèrent que la radiographie standard est un élément de diagnostic. Il faut vraiment insister sur le fait qu'il faut au moins une imagerie plus ou moins 3 dimensions. On commence par les os, mais dans la suite de la prise en charge, on fera effectivement un scanner. Un scanner, le but pour nous, c'est d'avoir une reconstruction 3D et éventuellement calculer les différents angles. La rotation n'est pas, c'est un élément clé qui nous aide dans la prise en charge. L'angle de COPS nous aide pour voir l'évolutivité de la scoliose, mais ce n'est pas le seul élément.
parce qu'il y a beaucoup de facteurs, il y a beaucoup de patients comme le patient que j'ai vu là sur l'image, que vous avez vu avec une petite scoliose et vous l'avez revu après avec une scoliose très avancée à l'écart de quelques temps. C'est parce qu'effectivement, l'angle de Cops, initialement, ça peut être plus ou moins pas très grand, mais l'évolutivité est un élément clé parce que ça dépend d'autres facteurs associés à l'angle de Cops. Il y a effectivement l'âge du patient avec les risers, vous en avez parlé, et surtout les patients qui ont des risers zéro. Yeah. Je pense là, on a perdu le professeur Hugues. Cette image-là qu'on a là permet effectivement, comme il le dit très bien, d'évaluer la rotation des corps vertébraux après qu'on ait fait un travail de bénédictin sur les images de l'IOS. Ces indices-là, il n'y avait aucun moyen qu'on avait de les avoir auparavant. OK, professeur Hugues, vous pouvez continuer. On vous a perdu là pour quelques secondes. Ah oui, c'était la connexion. Donc, je disais qu'il y avait d'autres facteurs importants à part l'angle des COPS. C'était voir l'âge du patient. Parce que souvent, les risers 0,1, ils ont des évolutions très rapides. Donc, il faut faire très attention. Et quand on est à 3, à 2, 3, bon, l'évolution, la rapidité diminue. Il faut tenir compte aussi de la topographie. La topographie et aussi de l'équilibre. Voir la tête qui doit être centrée sur les bassins, mais aussi évaluer la rotation et effectivement voir les profils. Parce qu'il y a certains patients qu'on voit avec des radiographies initiales qui ne sont pas très graves, on les revoit quelques temps avec des déformations très, très graves. Donc, c'est le but pour nous, c'est de poser le diagnostic en tenant compte non seulement des langues de COPS, mais aussi des facteurs de risque. Et ces facteurs-là vont nous permettre de prendre en charge les patients beaucoup plus rapidement sans attendre qu'ils développent la forme grave de la pathologie. Un autre élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est au fait l'IRM, vous en avez parlé. C'est un examen clé du moment où nous avons une suspicion, même la moindre suspicion d'un doute sur une possibilité d'une pathologie neurologique. Là, il ne faut pas hésiter à faire une IRM parce qu'on n'est souvent pas à l'abri des surprises. Donc, il ne faut pas hésiter à faire une IRM dans ce cas-là. Et j'aimerais revenir aussi sur un autre point. Les scanners réalisés en préopératoire, nous, on peut l'utiliser dans le cadre de la navigation, donc de la navigation péropératoire. Donc, les scanners peuvent être utilisés dans le cadre de la navigation péropératoire et ça permet d'avoir une précision au millimètre près dans la pose des vis pédiculaires. Et un autre élément sur lequel, en fait, l'école française, il y a actuellement à Necker l'équipe, disons, avec M. Milady Loufti, qui a développé un montage, en fait, c'est dans l'évolution de la prise en charge des scolioses, le montage bipolaire, c'est sans greffe, comme vous l'avez dit. Je vois l'équipe canadienne aussi a développé une chose pareille, sans greffe. Donc, ça permet, c'est bipolaire, on met 2 tiges, donc, mais fixées vers la partie proximale, fixées vers la partie basse et sans des vis pédiculaires intermédiaires. Et ce sont des tiges en titane. En termes de biomatériaux, je rappelle que dans l'évolution, on a vu effectivement qu'il y avait au début des fractures de matériel. C'est parce qu'ils utilisaient souvent des matériels en chrome cobalt ou en acier inoxydable qui ont un module Young qui est très différent de l'os. Donc, ils entraînent des contraintes et qui aboutissent souvent à des fractures du matériel. Alors que les titanes, qui a un module Young qui est proche de l'os, qui a une rigidité et qui est un matériel qui a une viscoélasticité, ça permet non seulement d'être très résistant, mais d'accompagner les patients dans l'évolution, dans les redressements de la colonne en réduisant les taux de complications comme les fractures du matériel. Voilà un petit commentaire. Et un autre élément à la fin, vous avez parlé de la hantise des chirurgiens, de voir les patients bouger les pieds. C'est vrai que dans l'ancien, il y a des chirurgiens qui réveillent les malades pour vérifier effectivement s'il arrive à bouger le pied. Ça, c'est vraiment la hantise. C'est la hantise. C'est vrai qu'actuellement, on a développé les neuromonitoring. Oui. Les neuromonitoring, c'est un élément
qui nous aide effectivement en paire opératoire d'avoir des éléments concrets, C'est vrai qu'on pose plusieurs électrodes pour voir. Du moment où il y a une modification majeure, ça signale qu'effectivement, on n'est pas dans la bonne direction. Et ça permet, donc, ça nous aide à ne pas réveiller les malades pour vérifier ça. On peut les vérifier en paire opératoire grâce au neuromonitoring. C'est un élément qui a révolutionné la chirurgie et qui nous a permis d'avoir une aisance et sans beaucoup de stress. Le stress reste, ce qui est normal. Vous voyez mes cheveux blancs. Au réveil, je vais quand même vérifier si bouge bien les pieds. Vous voyez mes cheveux blancs. Quand j'ai commencé et que j'étais interne, les chirurgiens réveillaient tous les malades en pérope à dos ouvert et ils faisaient bouger les orteils. Quand j'étais, après avoir été chef de clinique, juste avant que je parte pour le Canada, ils faisaient du neuromonitoring à Necker, mais j'ai vu une fois où le neuromonitoring a été pris en défaut et où c'est, Thierry Audan, au réveil, il a été voir son malade 30 minutes après que le malade soit en salle de réveil. Il a été lui titiller les orteils et lui gratter la plante des pieds. Et le malade avait un Babinski. Donc, il a appelé au secours tous ses collègues. Et le plus vieux, plus expérimenté, M. Padovani, lui a dit, écoute, Thierry, tu sais ce qu'il te reste à faire, hein, tu remontes au bloc. Et donc, le malheureux, il a été obligé de redémonter tout ce qu'il avait fait. Parce qu'il ne savait pas, il n'y a pas de doute. Il ne savait pas à quel niveau il y avait un souci. Et après, le malade s'est retrouvé avec un rachis flottant un petit peu, pas stable, et avec le chirurgien ayant l'obligation d'y retourner pour remettre. Et là, c'est vraiment quelque chose qui fait froid dans le dos. Et même, ça arrive encore, ce n'est pas exceptionnel. Donc, comme j'ai les cheveux blancs, je raconte l'histoire ancienne et puis je parle du moderne. Mais c'est sûr, il y a des écoles de chirurgie orthopédique où les gens disent que les potentiels évoqués somesthésiques, ce n'est pas la panacée, ça ne règle pas tout. Il peut y avoir quand même de mauvaises surprises. Donc je sais qu'il y a le suivi juste aux sorties du bloc opératoire, c'est quelque chose que tout le monde fait très, 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 très bien, en faisant très attention. Oui, ça c'est vrai. Et j'aimerais rajouter un dernier élément. C'est vrai que les traitements orthopédiques, disons, avec le développement de la chirurgie moderne, il y a une tendance à aller beaucoup plus vers la chirurgie, mais on réserve encore une place au traitement orthopédique avec les corsets. Vous avez montré 2 exemples de corsets, notamment les corsets à traction longitudinale comme les Milwaukee ou les gauchois, ou qui s'appuient sur le menton et sur l'occiput et sur le pelvis. Ouais, ça fait une traction axiale et une traction longitudinale. Et puis l'autre type de corset, c'est le corset qui fait la pression transversale. C'est vrai qu'on trouve encore quelques indications aujourd'hui. Surtout chez les plus jeunes, les enfants. On trouve encore quelques indications pour le corset, malgré qu'on a eu tendance de plus en plus à évoluer vers la chirurgie. Si le corset ne marche pas de toute façon, ça passera par la chirurgie. Merci. Voilà quelques éléments que je voyais couramment à Necker quand j'y étais. C'était les malades qui étaient un petit bonhomme qui avait 6-7 ans, qui était avec une traction, un halo. Les halos. Un halo crânien et qui se promenait dans les corridors avec son truc, qui dormait avec son halo, qui se déplaçait, qui s'asseyait, qui mangeait avec son halo. Ici, en Amérique du Nord et au Canada, ce type de choses qui étaient très utiles essentiellement pour les scolioses dans le cadre des maladies osseuses constitutionnelles parce qu'ils ont besoin d'assouplir le malade pour espérer pouvoir gagner quelque chose. Ici, c'est considéré comme étant une méthode barbare. Donc, j'en parle pas parce qu'ici, j'en ai pas l'expérience. J'en avais l'expérience quand j'étais à Necker et les chirurgiens de Necker étaient très orthopédiques, plus orthopédiques que chirurgicaux. Ils avaient beaucoup plus confiance dans les corsets et dans les tractions progressives pour améliorer la réductibilité des scolioses. J'ai une question à Hugues et à Pierre. Oui. Qu'est-ce que vous utilisez dans vos institutions respectives comme indication pour la chirurgie? Par exemple, si j'ai une courbe scoliotique de moins de 10, de moins de 20, de moins de 40, angle de Cobb, je parle de l'angle de Cobb,
est-ce que vous avez une sorte de classification à partir de quel angle vous appelez ça scoliose et à partir de quel angle vous indiquez un traitement chirurgical? J'ai mon idée, mais je veux mieux laisser parler le chirurgien. En fait, il faut faire la part des choses. La scoliose, comme je disais, il faut voir l'évolutivité d'abord. Le corps, c'est un élément, mais ce n'est pas le seul élément qui permet d'évaluer l'évolution de la scoliose. Il faut tenir compte de l'âge du patient. J'ai parlé de la classification des RICER, en tenant compte qu'un patient qui est à 0 et 1, ils ont une évolution qui est très rapide. Donc, ce genre de patients, quand tu le vois, il faut commencer à les prendre en charge sur le coup. Donc, en commençant par des méthodes simples. Méthode simple, c'est-à-dire on fait un traitement orthopédique avec des corsets. Alors, chez les enfants, chez les tout petits, souvent, il ne faut pas mettre des tractions, des corsets avec traction transversale parce que ça comprime la cage thoracique et la respiration est compliquée. Il faut mettre plutôt des corsets avec appui sur le menton et sur la nuque. Et là, ça permet de suivre les patients. Le plus important, c'est de commencer plus tôt les traitements. Plus tôt on commence le traitement, lorsque la courbure est petite, et surtout si l'enfant est encore trop jeune, il y a de fortes chances d'évoluer vers une guérison sans passer par la chirurgie. Et si je le vois à un âge, surtout dans les scolioses qu'on dit juvéniles, et c'est de 3, 7 ans jusqu'à 11 ans, et cela aussi, il faut faire très attention parce que si la déformation est majeure, supérieure à 40 ou 50, là, on commence à aller vers l'indication chirurgicale. Parce que ce sont des patients, c'est l'âge où ça évolue beaucoup plus rapidement. Donc, les corsets, ça peut aider à réduire, mais ça ne guérit pas complètement lorsque l'évolutivité est rapide. C'est les patients qui sont les adolescents. Ceux-là, l'évolutivité diminue. Ceux qui sont à risque 3, 4. Donc, ceux-là, effectivement, il faut commencer par des méthodes standards, donc des traitements orthopédiques. Mais lorsque l'angle est trop grand, là, l'indication chirurgicale s'impose pour non seulement ces 15 jours d'hospitalisation, et les patients vont retrouver, au lieu de lui mettre des corsets dont on sait qu'à certains âges, surtout lorsqu'ils sont en fin de croissance, l'utilité des corsets ne sert plus à rien. Les corsets ne peuvent plus corriger lorsque la croissance tend vers la fin. Donc là, du coup, il faut opter pour des traitements d'emblée chirurgical pour lui éviter de passer 3 ans dans un corset pour avoir un résultat qui n'est pas satisfaisant. Donc, ça dépend à quel moment, à quel âge on voit les patients et ça dépend à quel degré qu'on le trouve. Et l'indication chirurgicale trouve son compte en tenant compte des différents paramètres. Ce n'est pas seulement l'angle des COPS, il faut intégrer les autres éléments, donc la topographie, l'équilibre, la rotation, même la syphose sur le profil. Tous ces éléments-là vont permettre d'avoir une idée sur l'indication de la prise en charge. Ça peut être orthopédique initialement et chirurgical secondairement, ou d'emblée, c'est chirurgical. Voilà, merci pour la réponse. Merci. Pierre, vous voulez ajouter quelque chose? Je n'ai pas grand-chose à dire parce que j'ai touché à ça vraiment très, très peu. J'ai juste dit que la radio aidait à évaluer l'évolutivité de la scoliose en montrant sur la courbe de rapidité de déformation qu'avant la puberté, il y a relativement peu, mais au moment où ils vont déclencher leur puberté et où ils vont être à RICER 1 ou 2, là, ça va aller très vite et on ne sait pas où ça va nécessairement se finir. Donc, c'est pour ça que c'est important de les prendre en charge très tôt, ceux qui sont juste au moment de la puberté. Et puis, l'angle que moi j'avais en tête et que les chirurgiens ont en tête ici, c'est que quelle que soit l'évolutivité de la scoliose, quelque part, c'est aux alentours de 50 degrés de Cobb que la chirurgie va être posée. Soit 50 degrés parce que l'enfant est grand, a fini sa croissance et il arrive à cette marge de 40-50 degrés et il va falloir l'opérer, soit parce qu'il est petit et qu'il va très vite et que sa scoliose s'aggrave très rapidement et qu'il atteint 40-50 degrés quand il a 7-8 ans. Et à ce moment-là, eh bien, il va falloir trouver un moyen de corriger la scoliose et de lui laisser de la croissance dans son rachis et dans ses poumons. Et donc, toutes ces nouvelles techniques qui sont sans
comment dire, sans arthrodèse, avec des tiges qui vont grandir avec la croissance, avec des tiges qui vont être qui vont pas être dans les gouttières paravertébrales, mais qui vont être superficielles par rapport aux muscles paravertébraux, pour justement qu'il n'y ait pas d'irritation des lames et des pédicules et qu'il n'y ait pas de fusion précoce. Toutes ces techniques de croissance guidée, c'est des choses qu'on va voir la semaine prochaine, dans la deuxième partie. OK. Merci pour ça. Il y a une question dans le chat de Dr. Dan Mukishi. La question est la suivante. Quel est le pourcentage des scolioses liées à la spondylodiscitis, spondylodicite en français? Et quelle est la place de l'imagerie dans le diagnostic différentiel? Ouais. Les spondylodicites, ça peut faire l'objet d'une heure de discussion. Il y a une destruction du corps vertébral et il y a une destruction de l'espace discal adjacent. Si on a une spondylodicite tuberculeuse, comme un mal de pote, ça peut être plusieurs étages qui vont être atteints et ça peut mettre des fois plusieurs étages au niveau dorsal et plusieurs étages au niveau lombaire. Donc, dans ces cas-là, le traitement est extrêmement complexe parce qu'avant de mettre du matériel, il faut être certain que le foyer infectieux est éteint. Et donc, très souvent, ça va être des situations où, dans un premier temps, il y aura un traitement antibiotique extrêmement long avec une stabilisation du rachis avec des corsets. Et une fois que le foyer infectieux est éteint, à ce moment-là, va se poser le problème de la reconstruction du rachis et de la stabilisation définitive du rachis. Donc, les spondylodicites, c'est complètement différent. Il peut y avoir des scolioses dans les spondylodicites, mais c'est un problème qui est beaucoup plus complexe que la scoliose idiopathique de l'adolescent, comme on l'a vu principalement aujourd'hui. Oh oui, merci Pierre. Et pour ajouter à cela aussi, c'est comme vous l'avez dit dans les différentes causes, l'idiopathique c'est plus 80%, alors que les scolioses secondaires c'est dans le 20%. Donc si il parle de pourcentage, donc ça sera dans le 20% là des causes secondaires idiopathiques. Et puis il y avait la main levée de Dr. Sompwe Kaunda. Je ne sais pas s'il est encore en ligne parce que la main, vous pouvez parler si vous êtes en ligne. Dr. Sompwe Kaunda. Il est en ligne. Il est tout en bas. Oui, je vois qu'il est là. Dr. Sompwe. OK, le temps qu'il puisse nous rejoindre, ou c'est pas, il a des défis techniques. Je vois aussi dans le chat, il y a un docteur Kyria qui dit que bonjour à tous et merci Prof Pierre pour l'exposé bien clair et instructif. Salut à mon ami Prof Hugues, confrère de promotion 2004-2005, Unikin. Il s'excuse d'avoir rejoint le Zoom à 2h30. Il a deux questions. La première serait quel serait le mécanisme qui impliquerait le cancer du sein et la scoliose? C'est la première question. Je vais répondre très rapidement, c'est assez simple. C'est les jeunes femmes qui ont une scoliose vont avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je ne sais pas, 25 radiographies du rachis. Ces 25 radiographies du rachis vont inclure à chaque fois les bourgeons mammaires. Les bourgeons mammaires qui sont en plein développement sont extrêmement sensibles à l'irradiation.
Donc, quand elles vont avoir 30, 40, 50 ans, elles vont avoir un plus grand risque de développer un cancer du sein. Ce n'est pas que la scoliose est induite par le cancer du sein ou le cancer du sein est induit par la scoliose, c'est que la scoliose nécessite de multiples contrôles radiologiques et ces contrôles radiologiques induisent une irradiation des bourgeons mammaires. Et les bourgeons mammaires vont, après, quand ils vont être des seins développés, vont développer plus fréquemment que chez les femmes sans scoliose un cancer du sein. Donc, c'est pour mettre l'accent sur la nécessité de réduire au maximum chez les filles l'irradiation des seins quand on fait de l'imagerie du rachis. C'est le mécanisme. Le mécanisme, ce n'est pas un mécanisme. Comment dire, l'aldostérone me cause mon hypertension et parce que j'ai une tumeur qui sécrète de l'aldostérone. Non, ce n'est pas quelque chose qui est aussi direct que ça. C'est la patiente a une scoliose quand elle est adolescente, elle a des radios. Ces radios constituent un risque radique qui s'accumule avec le temps et il ne va peut-être s'exprimer sous la forme d'un cancer du sein que quand elle aura 20, 30 ou 40 ans. OK, merci Pierre. Et la deuxième question, c'est qu'en est-il de l'angle de Ferguson, décrit aussi par le prof Poussement? Moi, j'ai des problèmes. Oui, l'angle de Cobb est-il différent ou plus avantageux? Comment dire? Le professeur Poussement, c'est un élève de Forêt. Il a été l'élève de Forêt avant que je sois l'élève de Forêt. Forêt m'a appris l'angle de Cobb. Je reste avec l'angle de Cobb. Je suis désolé, je ne connais pas l'angle de Ferguson. Et quand je vois toutes les équipes d'orthopédistes infantiles avec qui j'ai travaillé à Trousseau, à Necker, à Bicêtre, à la clinique CCBB quand j'étais en privé, et ici, tout le monde utilise l'angle de Cobb. Alors, comme le collègue l'a dit, c'est un angle qui est imparfait, qui ne donne pas une représentation, qui n'est pas la pierre de touche de la totalité des scolioses, mais c'est ce que tout le monde comprend. Donc, c'est un langage universel, même s'il est imparfait, on s'y réfère. Donc, merci Pierre. C'est un peu une réponse. Oui, je suis d'accord avec l'angle de Cobb, c'est vraiment universel, c'est le gold standard pour nous tous. Oui, même s'il est imparfait, tout le monde sait de quoi on parle. Donc, on a pour une fois, on a un langage commun et ça, on se comprend tous. C'est utile. OK. Et une question du docteur, je veux dire Menji. La scoliose thoracogénique peut avoir aussi des causes héréditaires. C'est sûr que si mon père a une scoliose, ma mère a une scoliose, j'aurai une plus grande chance d'avoir une scoliose. Mais les principaux travaux qui ont été faits par Dubousset sur les poulets ont montré qu'il créait, lui, des scolioses chez les poulets en détruisant, en abîmant le labyrinthe et l'organe de l'équilibre. Donc, on ne sait pas très bien. Alors, peut-être que ça peut aussi être abîmé de façon héréditaire, mais c'est sûr qu'on cherche des antécédents familiaux, mais ça ne change pas fondamentalement la prise en charge individuelle du patient quant à la façon dont il va être surveillé radiologiquement, dans la façon dont il va être pris en charge orthopédiquement et chirurgicalement ou chirurgicalement d'emblée. OK, merci. Il y a docteur Christian Louzao. Il dit bonjour à tous. Merci beaucoup au prof Pierre pour l'exposé. Il a une préoccupation. Quelle différence entre une scoliose et une attitude scoliotique? La scoliose, il y a une rotation des corps vertébraux. L'attitude scoliotique, il n'y a pas de rotation des corps vertébraux. Donc, quand on se réfère
aux images qui ont été montrées au tout début avec le malade qui était penché en avant avec le niveau d'eau sur son dos, on voyait que là, il y avait un décalage entre les deux côtés du thorax. Il y avait une scoliose et une rotation des corps vertébraux, alors que l'autre malade, celui qui était devant les frises blanches et rouges, le dos était parfaitement égal des deux côtés et c'était le patient qui avait une inégalité de longueur des membres inférieurs. Donc, quand on a une inégalité de membres inférieurs, qu'on la corrige ou pas, il n'y a pas de rotation des corps vertébraux, ni cliniquement, quand on fait l'épreuve du penchez-vous en avant, je regarde votre dos par en arrière, ni quand on fait une radio. La radio montrera qu'il y a une courbure, je ne vois pas ma main, la radio montrera qu'il y a une courbure du rachis, mais elle ne montrera pas qu'il y a de rotation des corps vertébraux. Donc, sur la radio de ce même patient que je vous avais montré, on voyait qu'il n'y avait pas de rotation des corps vertébraux, mais il y avait une incurvation du rachis. Donc, dans mes comptes rendus, quand j'étais en privé, je disais incurvation du rachis avec convexité de tel côté, pour éviter que le mot scoliose ou scoliotique apparaisse dans le compte rendu. Parce que dès qu'on avait mis que c'était une attitude scoliotique, d'un seul coup, le pédiatre ou le médecin généraliste flippait et il voulait savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Donc, comme il n'y avait rien à faire parce que ce n'était pas une scoliose, je disais incurvation rachidienne. C'était on peut aussi dire que c'est une attitude scoliatique, mais ce n'est pas une scoliose. Ok, merci Pierre. Il y a une main levée. Docteur Tati Mbe, vous avez la parole. Merci beaucoup pour la parole. Je remercie le prof Pierre pour son exposé. Ce n'est pas une question, mais juste un petit commentaire. C'est ce soir au service, donc autour de 16h, 17h, une manip qui vient nous voir, nous les internes, avec une ordonnance d'un examen pour le scoliose. Il nous parle de l'incidence de bending. Ouais. Donc, on était à 4. Personne parmi nous ne connaissait cette incidence. Ah. Et on est tous entrés sur Google pour voir qu'est-ce que ça veut dire. Bon, je fais un peu rire. Et quand on a vu, et même la manip, comme c'est une jeune comme nous, ne savait même pas aussi comment on fait cette incidence. Il faut faire appel aux vieux. Et nous, les internes et la manip, on a cherché deux anciennes manips qui étaient là, qui connaissent comment on fait. Et nous sommes allés dans la salle pour voir comment on a fait. Et quand on a parlé de ça ici, ça m'a rappelé ce que j'ai vécu ce soir. C'était vraiment très instructif pour moi. Voilà un peu le petit commentaire que j'avais. Le bending en anglais, ça veut dire qu'on courbe. Donc simplement, si on fait, oui. Vous allez me voir, je recule. Je vais faire le clown. Si on fait la radio, vous voyez que mon bas, et si on fait la radio comme ça pour le rachis de face, quand on fait un bending, on demande au malade de s'incliner sur le côté, un peu comme une danseuse, tout en restant debout. Donc, et on refait une radio du rachis dans son ensemble, où on fait l'inclinaison de l'autre côté. Alors, ça, c'est quand le malade est coopérant. Quand on a affaire à un malade qui a une infirmité motrice cérébrale et que l'orthopédiste demande un bending, ça devient un petit peu plus comme du catch, parce qu'il faut maintenir le malade. On ne peut pas le mettre debout, il faut maintenir le malade à plat dos, il faut le tenir avec des sangles et il faut le courber latéralement vers la droite, puis le courber latéralement vers la gauche, en essayant d'avoir une incidence la plus frontale possible. Mais si le malade est valide, c'est d'une simplicité biblique. Hein. C'est juste... c'est ça. Se pencher d'un côté, se pencher de l'autre et tirer le film. Oui, c'est ce qu'on a fait parce que nous, on ne savait pas. On était à 4, donc personne ne savait.
on était curieux d'abord de chercher sur Internet et on est parti même dans la salle d'examen pour voir comment ça devait se faire. C'était vraiment instructif pour nous. Et quand je suis les cours, on parle de ça me rappelle un peu de ça et puis je vais lire encore pour ça, pour un peu approfondir. Merci beaucoup. C'est bien. Juste un petit commentaire sur les bending. Juste un petit commentaire sur les bending. En fait, cet examen-là, quand on le demande, les résultats qu'on attend, si j'ai un bending avec un corps supérieur à 25 degrés, ça, c'est parmi les éléments qui commencent à m'inquiéter. Quand tu as un bending supérieur à 25 degrés, là, ça commence à inquiéter. Et aussi, un autre paramètre dans les bendings qu'on recherche, c'est entre T12, donc la syphose entre T2 et T5 et entre T10 et L2. Si effectivement ces paramètres-là sont supérieurs à 20 degrés, là, c'est parmi les éléments qui peuvent nous alarmer. Oui, il y a un petit point de détail et un petit point de friction avec les orthopédistes ici. Moi, quand Fauré m'a appris à faire les bendings, il fallait mettre le bras au-dessus de la tête. Et ici, ils font simplement incliner le patient comme ça. Et donc, dans ma tête à moi, je pense que quand on ne met pas le bras au-dessus de la tête, on n'a pas la réductibilité maximale. La réductibilité, vous n'avez qu'à essayer sur vous, quand vous vous mettez le dos au mur et que vous vous inclinez comme ça, vous vous inclinez jusqu'à un certain point. Si vous mettez le bras au-dessus de la tête, vous vous inclinez beaucoup, beaucoup plus. Un autre truc qu'ici, ils sont en train d'essayer de mettre en place, c'est de faire des clichés en traction avec l'iOS. Donc, il y a un crochet au plafond. Ils mettent le patient avec une tétière. Ils accrochent la tétière à la poulie et ils mettent un poids représentant un certain pourcentage du corps au bout pour que le malade soit en traction axiale. Parce qu'ils se sont rendus compte que quand ils faisaient auparavant les clichés à plat dos avec la tétière pareil et avec un dynamomètre pour enregistrer la force de la traction, ça variait complètement entre les opérateurs. Il y avait des résidents qui tiraient très fort, il y avait des résidents qui tiraient pas fort, et ça voulait dire qu'on n'avait pas une méthode reproductible d'un patient à l'autre et sur le même patient avec le temps. Donc, ils sont en train d'essayer de travailler pour voir comment ça se passe si on met, par exemple, je ne sais pas, moi, ça doit être aux alentours de 10 à 20% du poids du corps sur un poids. On tracte 10 à 20% du poids du corps. Et on fait 10 à 20% du poids du corps pour tout le monde et on a quelque chose qui est reproductible et fiable. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Pierre, parce que parmi les deux clichés dynamiques qu'on demande, à part le bending, il y a la traction-suspension. C'est effectivement cet examen-là qu'on met une traction, il faut mettre un poids standard pour que l'examen soit reproductible. Et aussi, il faut le faire, généralement, c'est en décubitus dorsal. En décubitus dorsal et dans une salle bien adaptée parce que souvent, il faut aménager les conditions de la salle pour que l'examen se fasse dans de bonnes conditions. Ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est de le faire avec l'iOS debout. Ah oui, ça c'est. Pourquoi ça pas? sera bien. Pourquoi pas? Mais ça s'apparente quand même un peu à la pendaison du malade. C'est quand même un peu comme si on lui mettait le pendélé haut et court. Faut manier ça avec prudence et diplomatie. OK, merci beaucoup. Il n'y a plus de questions dans le chat. Si quelqu'un dans l'audience veut poser une question, il peut lever la main. Il y a Francis Kandala qui...
Je peux poser une question? Oui, oui, tu as dit. Je sais que traditionnellement, quand nous faisons les comptes rendus de scoliose, on donne un détail sur le pelvic tilt. Comment on appelle ça en français? Le degré de bascule de… La bascule du bassin, l'inégalité de longueur des membres inférieurs. Oui, oui. Comment cette information, pour les orthopédistes, comment utilisez-vous cette information-là dans la prise en charge? La question, c'est de savoir comment utiliser l'information sur l'inégalité des membres inférieurs. Les degrés de bascule du bassin sur les clichés IOS de comment on parle. Parce que ce qu'on venait de dire, tantôt là, c'était faire la différence entre une attitude scoliotique et une vraie scoliose. S'il y a déjà une inégalité des membres inférieurs, il faut faire attention chez ce genre de patients-là. On peut avoir une attitude scoliotique qui n'est pas une vraie scoliose. Donc, l'inégalité des membres inférieurs doit être mesurée. Nous, on les mesure, des fois, on les mesure nous-mêmes cliniquement avant d'envoyer les malades à la radio par des mensurations. C'est vrai qu'après, quand on envoie les malades à la radio, on marque toujours ces éléments-là. C'est possible que ces patients-là fassent une scoliose, mais on va tenir compte du fait qu'ils ont déjà une pathologie avant. Et puis, il y a toujours un débat ici, avant que Pierre n'intervienne. Par moment, quand on fait des clichés de scoliose et qu'on prend un peu de temps, on voit sur les clichés sous pattes, l'orthopédiste a déjà lui-même mesuré. Parce que ce qui arrive dans notre centre, c'est que ces malades, quand ils viennent faire le radio, juste après, ils vont voir l'orthopédiste. Et nous, comme on a beaucoup de malades, il se peut que l'orthopédiste voie ce patient avant que nous nous donnions le compte rendu. Et par moment, je me pose la question, est-ce que ça vaut la peine que nous nous mesurons ces angles-là, alors que vous remesurez encore cet angle-là, ou vous voulez seulement qu'on vous donne les clichés? Non, il faut toujours mesurer. Dadi, je vais me fâcher. Hein. Allez-y, docteur Hugues. Non, mais il faut toujours mesurer parce que, en fait, c'est le travail du radiologue. Nous, c'est pour notre prise en charge, et même pour tous les examens qu'on demande, on a la latitude de voir les scanners, les IRM et les autres imageries qu'on demande nous-mêmes. Mais le compte rendu du radiologue, c'est médico-légal. Le radiologue, c'est lui qui établit le compte rendu. C'est vrai que nous, on a notre part à faire. C'est pour nous un bilan, des fois, des diagnostics ou un bilan préopératoire. Ça nous aide à nous orienter sur la prise en charge. Mais le compte rendu du radiologue, c'est médico-légal. Il faut le faire. Non, je suis tout à fait d'accord. Parce que je ne vais pas poser le problème vis-à-vis de l'orthopédiste, mais vis-à-vis des collègues radiologues. Donc maintenant, moi, je suis retraité, je n'ai plus de problème. J'interprète plus. Quand j'interprétais, j'avais la réputation d'être un embêteur, un gros embêteur. Je cherchais les petites bêtes. Et il arrivait que je ne sois pas d'accord avec la façon dont un collègue avait mesuré une scoliose ou avait mesuré quelque chose. Mais c'est difficile de dire qu'on n'est pas d'accord et que le collègue, il n'a pas bien fait. Donc, la façon que j'avais trouvée, moi, pour m'en sortir, c'était de dire, d'interpréter la radio d'aujourd'hui, de faire mes mesures en disant que la scoliose mesurait tant entre le plateau supérieur de telle vertèbre et tant entre le plateau inférieur de telle vertèbre. Et j'avais un chiffre, mon angle de Cobb, qui n'est pas tout, mais qui a le mérite d'être là. Et je disais, virgule, en reprenant les mêmes repères sur le cliché réalisé 6 mois auparavant, la scoliose, l'angle de Cobb est mesuré à temps. Donc, je ne disais pas que c'était que le collègue avait fait quelque chose de pas bien, mais simplement, j'utilisais les mêmes repères que ceux que moi, j'avais considérés comme bons. Après, on peut discuter si ces repères étaient meilleurs que les miens. Si ces repères sont meilleurs que les miens, eh bien, il faut remesurer avec les mêmes repères sur la radio faite aujourd'hui. Si mes repères sont meilleurs que les siens, il faut qu'on remesure sur la radio qu'on a fait il y a 6 mois ou 1 an avec ces mêmes repères. Il faut qu'on compare ce qui est comparable. Et en général, maintenant que les films de scoliose, que les clichés de scoliose arrivent sur le système d'imagerie de l'hôpital, c'est sûr qu'on a beaucoup de boulot, mais c'est sûr aussi que le travail est facilité de très importante façon. Il n'y a rien qui se compare maintenant
à faire un compte-rendu de scoliose sur la station de travail ACFA où on trace les angles et les angles apparaissent automatiquement et on n'a pas de souci à faire le rapport. Et ce qu'il y avait il y a 15 ans où il fallait sortir les films de la pochette, mettre le 30-90 sur le négatoscope, sortir le crayon gras, mesurer, tirer ses traits, mesurer, avoir le rapporteur pour faire les mesures et refaire la même chose sur la radio qui avait été faite un an auparavant pour être sûr qu'on mesurait bien la même chose. Donc, oui, il y a beaucoup de travail, mais il est quand même certain que la gestion des radios, que ce soit avec le système ACFA qu'on a quand on n'utilise pas l'IOS ou quand on utilise l'IOS, c'est quand même un système qui est plus favorable. Ce qui se passe ici fréquemment, c'est que quand l'orthopédiste veut faire un IOS juste avant l'intervention, il va très souvent faire les mesures, mettre lui-même les points sur les vertèbres et générer tous les indices dont il a besoin. Et il arrive que les résultats de ce que nous, on avait mesuré sur l'IOS, ouvrez les guillemets, face et profil, cliché simple, par rapport à ce qui va être généré sur la modélisation 3D, soit différent. Et ben dans ces cas-là, on dit simplement que quand on a mesuré sur les deux clichés plans, et ben c'est le résultat qu'on a eu. Et on n'entre pas dans le débat de dire qui a tort ou qui a raison, parce que c'est un débat qui est sans fin et qui est totalement stérile. Merci beaucoup, Pierre. Au fait, ma question était une provocation pour dire aux apprenants que chaque fois qu'on fait des mesures en radiologie, il y a la notion de intra- and inter-reader agreement, l'agrément entre les personnes qui sont en train de faire ce mesure. Intra, c'est toi-même. Si tu mesures la même chose, on efface ça, on te demande de remesurer ça 10 minutes après. Tu peux avoir avec la première mesure 7.2 et avec la deuxième mesure 7.4. Et 7.2 versus 7.4, la différence de 2 dixièmes de degré, c'est quand même pas très important. Oui, c'est pourquoi pour certaines personnes, quand le degré de scoliose a changé de moins de 5 degrés, on considère ça comme stable, alors que si c'est plus de 5 degrés, on considère comme significatif. D'où c'est important. Et aujourd'hui matin, j'ai reçu un email d'un journal, je ne vais pas dire les noms. Il y a un article de Harvard qui ont travaillé sur les gens de Harvard, ils ont travaillé, Boston Children, ils ont travaillé sur le mesure des scolioses en utilisant l'intelligence artificielle. Je suis en train de faire des revues pour ces journaux-là. Et ils ont utilisé ça pour des mesures reproductibles. Parce qu'ici, je me suis rendu compte, même quand j'étais en Toronto, la même courbe, si vous mesurez ça à 2-3 personnes différentes, et vous avez par moment de valeurs qui diffèrent. Et c'est comme ça que Pierre a dit, quand il y a des différences dans de valeurs trouvées, c'est toujours mieux d'aller soi-même remesurer l'examen antérieur pour comparer les deux mesures. Parce que ça, c'est une façon de diminuer l'impact de inter-reader agreement. Donc, c'était une provocation à poser cette question pour enfin amener ses commentaires. En espérant que l'intra-reader sera le même, parce qu'il n'y a pas de garantie. On peut très bien avoir un intra-reader. Le lundi, je vais être bien luné et je vais minimiser la scoliose. Et le mardi, j'ai mal dormi et je vais avoir un angle qui va être plus important. C'est ça. Il y a ça aussi. Ouais. Et quand l'orthopédiste fait la modélisation sur l'IOS, les jolies images 3D, il y a aussi une variabilité parce que c'est manuellement qui va poser les points pour dire ça, c'est le point antérieur de la vertèbre, ça, c'est le coin à droite, à gauche, ça, c'est l'épineux, ça, c'est la transverse. Ce qui se passe également ici, et je ne sais pas où ça en est parce que ça commençait juste quand je partais, c'était que les chirurgiens, certains chirurgiens orthopédistes, posaient des petites billes métalliques sur certaines épineuses et sur la pointe de certaines transverses quand ils faisaient leur chirurgie, avec l'idée que ces marqueurs pourront être
pourront être repérés ultérieurement quand ils font des stéréographies. Alors, la stéréographie, il suffit d'avoir un certain angle entre deux radios prises simultanément. Eh bien, bingo, quand on fait l'IOS, on a un cliché de face, un cliché de profil. Donc, on a des radios qui sont prises simultanément et orthogonalement. Donc, c'est le plus grand angle qu'on peut avoir entre deux incidences. Et en faisant repérer par un logiciel de stéréoradiographie les variations, les changements dans la position relative des différents points. Donc, ça permettrait, par exemple, si on a mis quelque chose sur, je vais dire une bêtise, sur D8 et quelque chose sur L2, à deux niveaux différents, à transverse et épineuse, de voir comment ça a bougé. Avec peut-être la possibilité après d'avoir ça implanté de façon percutanée pour avoir une étude préopératoire et pour pouvoir mieux poser les indications opératoires également. Donc, la scoliose, c'est une vraie vieille maladie, mais il y a plein de développements qui sont extrêmement excitants, tant dans l'imagerie que dans la surveillance, pour le moment radiologique, de la maladie, du malade, et que dans l'approche des principes chirurgicaux et dans la chirurgie elle-même. La chirurgie de la scoliose idiopathique, elle est probablement fixée, bien qu'il y ait des gens qui travaillent en disant qu'on peut faire des interventions quand on est proche de la fin de croissance pour profiter du fait qu'il y a encore de la croissance pour corriger la déformation. Il y a plein de choses qui sont extrêmement excitantes. Je suis content d'être retraité, mais je regrette de ne pas pouvoir participer à cette évolution, à ces nouveaux développements. Ok, merci Pierre. Juste une question de curiosité au professeur Albini. Quand est-ce que, ou pour un généraliste, quand est-ce qu'il doit référer le malade? Parce qu'on vient de voir que la scoliose a un traitement orthopédique ainsi que chirurgical. Quand est-ce qu'un généraliste doit référer le malade chez l'orthopédiste pour la prise en charge? Au moment où tu poses le diagnostic des suspicions, il faut l'envoyer chez l'orthopédiste parce que c'est une pathologie qui nécessite une prise en charge. Il y a plusieurs volets dans la prise en charge. Donc, il vaut mieux qu'il soit suivi. Et puis, le suivi, ce n'est pas seulement en un temps. Parfois, ça prend des années. Même si c'est un traitement orthopédique qu'on va proposer, ce sont des patients que nous suivons à long terme. Donc, du moment où le diagnostic est suspecté ou posé, je pense qu'idéalement, il faut l'envoyer chez l'orthopédiste qui va le suivre jusqu'à sa prise en charge définitive ou jusqu'à la guérison si c'est possible. Ok, merci. Alors, on n'a plus de questions. Je vais remercier le professeur Pierre Smith pour la présentation. C'était un exposé brillant et vraiment au point. Et ça nous a donné beaucoup d'éléments sur la scoliose pré-chirurgicale. Et le lundi prochain, nous allons parler de principe de la chirurgie des scolioses et leurs complications. Et avant de clôturer, je vais aussi demander au professeur Dadi Mata s'il a un mot avant qu'on clôture. Bonjour. Bonjour. J'étais en train de chercher quelques images pour montrer. Peut-être que je le ferai la fois prochaine. Je vais dire un grand merci à Pierre pour nous avoir fait honneur une fois de plus en venant lundi parler radiologie pour nous parler de la scoliose. Et je signale que Pierre, c'était notre radiologue MSK, donc osseoarticulaire articulaire maison, avec qu'il n'aille en retraite. Donc, c'est pourquoi je fais recours à lui. C'est une voie autorisée pour toute la partie maritime. Donc, c'est lui le leader ou c'est lui qui était le leader. Et le lundi prochain, il va revenir et il va nous parler de post-op, complications et des autres hardware, comme on dit, les implants. Et j'invite tout le monde à être là. Ça paraît facile, mais quand vous êtes en clinique, comment la prise en charge, le diagnostic de ces pathologies-là,
il faut avoir de la matière pour être capable de discuter avec les orthopédistes. Et comme radiologue, quand vous ne maîtrisez pas trop, et c'est là maintenant que je retourne à ma question provocatrice, si on doit mesurer oui ou non, parce que si l'orthopédiste comprend que vous ne comprenez rien, il va faire des mesures seul. Donc, vous serez là juste pour produire les images. Donc, vous devez comprendre la pertinence de toutes les mesures que vous faites et les implants qu'il place, comment faire des comptes rendus, des clichés avec un plan, qu'est-ce qu'on recherche, quelles sont les complications et quelles sont les complications qui vont changer de prise en charge. Je pense que Pierre va y revenir le lundi prochain et pour l'heure, on vous prend congé à lundi prochain. Au revoir.